Méta de choc, méta de choc. Méta de choc. Et si on se demandait pourquoi on pense ce qu'on pense? Stream 9. Comment j'ai changé de paradigme? Contrairement aux séries Shocking qui proposent une narration sur mesure, les émissions Stream sont la rediffusion d'un échange qui a eu lieu en live. Avec ce dernier podcast avant la pause estivale, je vous propose d'écouter la version longue de l'interview que j'ai accordée en mars 2022 à Radio Libertaire dans son émission « La société dans tous ses états ». Son hôte, Mohamed El-Kébir, est médecin urgentiste et co-directeur de la collection « Épistémologie de la médecine et du soin » aux éditions Matériologiques. Qu'est-ce que la métacognition et comment en suis-je arrivé à m'y intéresser ? D'où vient la spiritualité contemporaine ? En quoi certains courants alternatifs véhiculent-ils, sans le savoir, la pensée New Age ? Et enfin, d'où viens-je ? Que fais-je ? Et dans quel état erge ? Dans cet entretien, je partage avec vous mon parcours et ma réflexion sur les sujets qui me tiennent à cœur. Avant de nous lancer, j'aimerais que vous applaudissiez haut et fort Mathieu Fraticelli pour le travail de mixage qu'il mène semaine après semaine pour satisfaire vos oreilles affamées. J'aimerais aussi que vous envoyiez plein d'amour à Jus Katakou, auteur des visuels et des vidéos de teaser. Oui, vous savez, ce truc que vous aimez tant et qui vous demande de patienter une semaine interminable avant de pouvoir enfin boire le nectar de la prochaine émission qui chamboulera vos certitudes. C'est grâce à vos dons que je peux désormais m'entourer de professionnels engagés et passionnés par la cause de Méta de choc. Donc un grand merci à vous toutes et tous qui apportez votre soutien à cette entreprise humble et superbe. Si vous aussi vous voulez apporter votre pierre à l'édifice, suivez le lien en description vers les plateformes de dons. Bonjour Elisabeth. Bonjour. Je vous laisse vous présenter. Alors, moi je suis au départ documentariste, c'est-à-dire que je fais des films documentaires. Et puis je me suis intéressée au podcast il y a 3 ans et j'ai lancé ce podcast qui parle particulièrement de pensée critique appliquée à soi. Donc c'est de la métacognition, c'est-à-dire de la réflexion sur nos propres pensées, la cognition de la cognition. Alors c'est un terme que je ne connaissais pas avant de découvrir via Richard Monvoisin, qui est universitaire, qui enseigne à Grenoble et qui s'intéresse beaucoup à la pensée critique, à la zététique. Et entre autres, il a un blog sur Internet et aussi un fil sur Twitter. Et c'est grâce donc à son blog et à son fil Twitter que j'ai découvert le site Méta de choc et le terme de métacognition dont on vient de parler. Et j'aimerais qu'on s'arrête un petit peu sur ce terme qui, pour moi, était un peu une découverte. Qu'est-ce que c'est que la métacognition ? Quelles en sont les origines et quels en sont les tenants et aboutissants en quelque sorte ? Alors, c'est un domaine de recherche, en fait, qui est né il y a peu de temps, dans les années 70 principalement, on va dire. On a commencé à parler de ça dans les milieux universitaires, dans les milieux de recherche, pour essayer d'évaluer, de comprendre comment l'être humain, et plus largement d'ailleurs les animaux, peuvent avoir une réflexion sur leur propre pensée ou sur la pensée des autres. Donc par exemple, si j'anticipe, je me demande que pense la personne qui est en face de moi, qui est en train de m'écouter, ou que pense l'auditeur qui est en train d'écouter cette émission, je fais la métacognition, c'est-à-dire je me projette dans la pensée de l'autre. Mais je peux aussi avoir une réflexion sur ma propre pensée et me demander pourquoi est-ce que je crois ça, par exemple ? D'où ça vient ? Ou qu'est-ce que ça fait en moi ? Qu'est-ce que je ressens ? Et qu'est-ce que ça ferait si je m'aventurais sur un autre mode de pensée ? Donc, par exemple, on peut avoir une réflexion sur sa religion, sur quelle est ma réaction par rapport au Covid ? Quelle est ma réaction par rapport aux mesures gouvernementales vis-à-vis du Covid ? Ça, c'est de la métacognition. En quoi ça se distinguerait, par exemple, de ce qu'on pourrait appeler la pensée réflexive ou la pensée autocritique autocritique, ça a une connotation idéologique et politique peut-être. Ça nous rappelle quelques procès de Moscou et autres. Mais on voit bien que c'est assez fin quand même comme terminologie. Je pense qu'en fait, ça englobe énormément de choses qui ont pu déjà être explorées par la philosophie ou par la psychologie avant ça. Mais disons qu'à partir des années 70, on a commencé vraiment à se poser des questions sur ça et à essayer de mener des recherches qui étaient spécifiquement
tourné vers la compréhension de la manière dont les humains réfléchissent à eux-mêmes, réfléchissent à leurs propres pensées. C'est très développé, notamment dans la recherche sur l'apprentissage. Comment est-ce qu'une personne apprend? Comment est-ce qu'un enfant apprend? Qu'est-ce qui va faciliter son apprentissage? Comment lui proposer d'avoir justement une réflexion sur son propre apprentissage, sur ce qui marche avec lui-même, sur ce qui va lui plaire, ce qui va faciliter sa démarche d'apprentissage. Donc, voilà, on est dans quelque chose qui est dans une continuité. On n'a pas, je pense que ce domaine de recherche, et moi-même, je ne suis pas chercheuse, je tiens à le préciser, n'a pas inventé l'eau chaude. C'est juste qu'à un moment donné, ça devient un domaine de recherche à part entière. C'est-à-dire que quand on dit recherche, donc il doit y avoir des études, des expérimentations. On va étudier comment, vous parliez de l'exemple de l'apprentissage chez les enfants, mais aussi chez l'adulte. Comment on utilise certains outils conceptuels pour apprendre à mieux apprendre ou apprendre à apprendre tout court. Ouais. J'ai vu aussi, je peux dévoiler un petit peu plus tôt, je suis allé m'enseigner sur la question. Je ne suis pas aussi innocent que je veux en donner l'air. Il y a des recherches en psychologie cognitive, par exemple, et sur toute la façon dont le cerveau fonctionne et traite l'information. Oui, alors ça touche bien entendu aux neurosciences, ça touche à la psychologie, ça touche à toutes les questions, bien sûr, de biais cognitifs, d'appréhension de soi, de développement, de manipulation mentale, parce que, bien entendu, quand on pense à soi, on a une réflexion sur soi et sur sa manière de penser, on peut très bien être dans l'automanipulation, par exemple, où on peut être manipulé pour penser de telle ou telle manière à notre propre sujet. Donc, c'est extrêmement vaste. C'est comme dire, qu'est-ce que les sciences cognitives? C'est quand même une question piège, quoi. Je veux dire, dans les sciences cognitives, il y a énormément de choses. Dans la métacognition, il y a énormément d'approches aussi. J'ai été surpris aussi de voir qu'il y avait aussi une approche thérapeutique. C'est-à-dire que ça sert pour certaines formes de prise en charge psychologique. Oui, il y a effectivement des thérapeutes, des psychologues qui se servent de la métacognition comme outil pour amener leurs patients à réfléchir sur leur mode de pensée, à se questionner, à prendre du recul, en fait, sur leur mode de pensée. Et c'est un peu, moi, ce que je propose, d'ailleurs, sans avoir de prétention thérapeutique. Mais avec mon podcast, il y a ce côté auto-analyse, en réalité, au sens large. Je parle évidemment pas de psychanalyse. Et l'idée, c'est de prendre du recul sur soi en ayant deux outils à notre disposition, qui sont les connaissances, l'état des connaissances. Donc, moi, par exemple, je fais intervenir des experts dans mes émissions qui vont expliquer ce qu'on sait à l'heure actuelle sur tel ou tel sujet, touchant à une meilleure compréhension de la manière dont les humains pensent. Donc, par exemple, j'ai pu avoir à mon micro une chercheuse en sociologie des sciences qui nous explique l'état actuel des connaissances sur est-ce qu'il existe réellement des causes biologiques innées aux différences psychologiques entre les hommes et les femmes. Donc ça, c'est typiquement un sujet extrêmement vaste, mais qui a un impact énorme sur nous. C'est-à-dire, quelle est notre vision des hommes et des femmes, de nous-mêmes, donc forcément, et de notre relation à l'autre. Et est-ce qu'aujourd'hui, on a des éléments pour dire que oui, il y a des différences innées? Après, ça peut être d'autres choses. J'ai aussi interviewé, par exemple, un neuroscientifique qui nous éclaire sur ce qui se passe dans notre cerveau en fonction des situations. Et justement, c'était un passionné de métacognition qui s'appelle Albert Moukébert, qui est donc aussi neuroscientifique et psychologue clinicien. Donc, voilà, ça, c'est le premier pan dans les émissions que je propose. Le deuxième pan étant des émissions de témoignages qui permettent d'appliquer à l'écoute d'un témoignage, donc du vécu de quelqu'un qui a, lui ou elle, changé de manière de penser dans sa vie, par exemple, qui est sorti d'une religion, qui est sorti d'une secte, qui est sorti d'un mode de pensée, d'une idéologie. Comment ça s'est déroulé pour cette personne, cette entrée dans cette idéologie, la manière dont elle l'a vécu, pourquoi elle y était attachée et comment elle en est sortie, pourquoi elle en est sortie. Ça permet à l'auditeur et à l'auditrice de se projeter dans ce témoignage et donc quelque part d'avoir cette démarche d'auto-analyse, de se dire moi qu'est-ce que j'aurais fait dans cette situation, est-ce que je suis concernée, par exemple je ne suis pas témoin de Jéhovah mais j'écoute une émission de témoignage d'un ancien témoin de Jéhovah, tiens en fait je peux faire des ponts avec ma propre expérience, l'endoctrinement que j'ai reçu dans mon enfance par exemple sur telle ou telle pratique au sujet, et puis est-ce que j'en suis vraiment sortie ou est-ce que c'est quelque chose qui reste présent dans ma vie sans que j'en ai vraiment conscience par exemple.
Donc, on voit bien les deux aspects que vous abordez dans votre démarche et sur à la fois le site internet et puis les podcasts. Il y a une première démarche donc, que vous venez de signaler, c'est une forme de vulgarisation, en quelque sorte, voilà. De donner accès à un auditoire. C'est ce qu'on fait aussi, nous, modestement, dans notre émission, c'est d'amener des personnes plus ou moins spécialisées d'un domaine de pensée, que ce soit en philosophie, en histoire, dans le domaine de la santé, à présenter l'état des réflexions et éventuellement des recherches dans ce domaine de la manière la plus accessible possible au grand public. Donc, il y a vraiment, de votre part, un travail, je dirais, presque d'éducation populaire au sens noble du terme. Absolument. De toute façon, c'est clairement une démarche d'éducation, ce podcast. Vous avez donc cité deux des chercheurs que vous avez invités, donc sociologie des sciences. Vous n'avez pas précisé le nom de cette personne ? La chercheuse indépendante en sociologie des sciences, elle s'appelle Odile Fillot. Voilà, elle est assez réputée parce que Vénus et Mars. Oui, alors l'émission, effectivement, s'appelle Les hommes, les femmes, Mars et Vénus, en clin d'œil au fameux bouquin Les hommes viennent de Mars et femmes de Vénus, qui est rempli d'idées reçues et de choses complètement fausses sur les différences entre les hommes et les femmes. Et Odile Fillot est assez connue parce que c'est elle qui a sorti le premier clitoris en 3D, qui s'est complètement répandu maintenant depuis une dizaine d'années en France et à l'international, en fait. Donc, cette modélisation, grandeur nature du clitoris, c'était une grande première. Et elle est spécialisée, justement, dans l'étude de la production scientifique et médiatique autour des questions de genre. Voilà, donc ça, c'est quelque chose d'important. Et vous faites l'intermédiaire, la médiatrice de ces travaux qui sont pas toujours facile d'accès. Il faut parfois les chercher dans des revues un peu spécialisées ou alors passer par le biais de sites internet. Et puis, il y a un travail de tri que vous faites certainement. Vous vous intéressez à ces sujets-là. On a bien vu que vous aviez un tropisme, si je peux dire, pour ces questions-là. Et puis, un tropisme d'un point de vue scientifique, parce qu'on peut trouver très, très facilement sur Internet ou dans la presse grand public des présentations qui peuvent être un peu biaisées ou un peu faussées. Et là-dessus, vous insistez dans la rigueur et dans l'honnêteté scientifique. Ça, Oui. Alors, c'est vrai que la question du choix, elle est épineuse parce que moi, je ne suis pas scientifique et bien entendu, je ne suis pas spécialiste de tous les domaines que j'aborde et ils sont très nombreux, la question étant très vaste. Donc, au départ, si je ne connais absolument rien à la biologie et aux différences entre les hommes et les femmes, je suis un peu comme tout le monde, je me dis, tiens, qu'est-ce qui justifie ou qu'est-ce qui explique des différences qu'on peut observer dans la vie de tous les jours ? Je me retrouve un peu comme tout le monde, c'est-à-dire que je ne sais pas forcément où trouver les bonnes informations. Alors, comment je vais choisir mes intervenants et m'assurer que ce ne soit pas un nouveau biais ou de nouvelles fausses informations que je vais faire circuler, ce qui serait la pire des choses pour moi sur mon média, évidemment. Eh bien, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est bien entendu l'approche scientifique de la part de ces experts, puisque là, on est en train de parler d'experts et non pas de témoignages. Donc déjà, ça, c'est la première chose, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils ont publié, où est-ce qu'ils les ont publiés, et puis comment ils arrivent à vulgariser, parce qu'évidemment, quand on passe sur un média audio comme ça, il faut que ce soit des personnes qui arrivent à parler simplement de quelque chose qui peut être compliqué, qui peut être complexe en tout cas. Et puis, la chose qui me paraît la plus importante au bout du compte, parce que je ne suis pas en mesure réellement de vérifier que, par exemple, une étude scientifique n'est pas biaisée. Je n'ai pas les compétences. Je n'ai pas étudié la méthodologie scientifique. Moi, ce qui va m'apporter dans le choix de la personne que je vais faire parler, c'est sa capacité, et je pense que c'est intrinsèque à la méthodologie scientifique, c'est sa capacité à se remettre en cause elle-même. Oui. C'est sa capacité à admettre qu'elle a eu tort à certains moments, à admettre que potentiellement ce qu'elle avance pourra être réfuté plus tard. Et ça, je pense que même si c'est intrinsèque à la méthodologie scientifique, en tant qu'humain et chez les scientifiques, c'est pas facile. C'est pas facile d'avoir cette démarche-là, cette honnêteté intellectuelle, je dirais, de se dire, voilà, moi je suis ouverte à la critique et je suis en capacité, si on m'avance des éléments tangibles, intéressants et solides, de remettre en question ma position et d'évoluer, en fait, tout simplement dans ma pensée, parce que c'est ça ce que propose, à mon avis, la méthodologie scientifique, c'est justement un outil qui nous permet d'évoluer dans nos connaissances, de progresser dans nos connaissances. Et c'est bien la raison pour laquelle, bien entendu, les résultats de la science évoluent avec le temps. C'est une des bases, effectivement, que vous soulignez de la démarche scientifique, d'appliquer cette règle de la réfutabilité et qui va distinguer justement une connaissance scientifique d'une croyance. Absolument. Voilà. Alors, on cherche depuis très longtemps cette fameuse démarcation entre connaissance et croyance. C'est un débat qui est très vieux dans le domaine de la recherche et de la science. Comment distinguer les deux ? Ça aura l'air à peu près simple, mais quand on commence à s'intéresser à la question, c'est une question éminemment complexe et vertigineuse. Où placer le curseur entre les deux ? On ne va pas
rentrer là-dedans. Je ne pense pas qu'on en ait les capacités et les compétences, et ça nous ferait peut-être sortir un petit peu trop loin de notre sujet. Comment vous en êtes venu à vous intéresser à ces questions? Vous n'êtes pas levé un matin en vous disant, tiens, la métacognition... Oui, effectivement. Alors, comme vous le disiez en préambule, c'est un terme qui est assez peu connu, en fait. Souvent, les gens du grand public ne connaissent pas ce mot, et encore moins ceux qui le recouvrent. Et moi, il y a 5-6 ans, j'avais aucune connaissance de ce domaine. Je m'y suis intéressée parce que j'étais une fervente croyante de la spiritualité contemporaine telle qu'on la rencontre aujourd'hui assez communément autour des questions de pensée positive, loi de l'attraction, l'univers est amour, etc. Donc toute cette spiritualité qu'on retrouve autour de pratiques très couramment autour de la méditation, du yoga, des pratiques un peu orientales, aussi des pseudo-médecines, etc. Tout ça, moi j'étais là-dedans. Pendant 15 ans, j'ai été croyante de tout ce mouvement New Age, on va dire. Et puis, j'en suis sortie à un moment donné en rencontrant des personnes qui incitaient à l'auto-analyse, à la réflexion sur nos propres pensées, pour justement prendre du recul sur nos croyances. L'idée n'étant pas, évidemment, de dire qu'on peut être dénué de toute croyance. En tant qu'humain, on croit à des choses au quotidien parce qu'on ne peut pas tout vérifier. Donc, sans parler forcément de croyances religieuses ou spirituelles, il est bien entendu que je crois, par exemple, que le micro auquel je suis en train de parler actuellement fonctionne et que vous êtes en train d'enregistrer. Je n'ai pas vérifié. Donc, on verra au résultat. Mais voilà. Alors ça, c'est une croyance très matérielle, mais je veux dire, je crois sans avoir vérifié que la Terre est ronde. Voilà. Ça, c'est déjà un peu plus, vaste comme sujet. Je crois que des gens ont vérifié grâce à des systèmes ou des méthodes sophistiquées, ou même peut-être un peu plus simples, pour pouvoir croire tous les matins que la Terre est ronde, que le Soleil va se lever à l'est, se coucher à l'ouest, et que c'est nous qui tournons autour de cet astre. Je n'ai pas besoin d'aller vérifier, mais je sais que ceux qui l'ont affirmé et confirmé ont fait les démarches nécessaires pour que ce soit vérifiable et éventuellement réfutable. Exactement. Je crois parce que j'ai confiance, en fait. J'ai confiance dans le fait que des personnes, effectivement, comme vous dites, ont fait des recherches et ont établi cette théorie, qui est assez solide aujourd'hui. Mais je crois aussi, et j'ai confiance dans le fait que je puisse moi-même, si je le souhaite, vérifier cette information et que, effectivement, les données sont accessibles. Donc voilà, j'ai rencontré des personnes à un moment où je me questionnais sur mes propres croyances sans vouloir les quitter. Mais j'avais des doutes, on va dire, et j'étais en train de chercher des choses qui pourraient prouver mes croyances, en fait, quelque part. Et je fais une recherche sur Internet un jour, je regarde une vidéo, parce qu'à l'époque, je pensais être une enfant indigo. Alors, je rentre dans des choses un peu baroques. Si vous voulez, on reviendra sur cette terminologie dans la prochaine partie de l'émission. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que je suis tombée sur une vidéo Internet d'une personne qui invitait, et m'invitait moi en tant que spectatrice, à questionner mes croyances, et qui proposait justement une démarche métacognitive, c'est-à-dire... Êtes-vous sûr que ce en quoi vous croyez est vrai? Êtes-vous sûr que, je ne sais pas, le prochain stage de développement personnel que vous allez faire va vous apporter quelque chose et que ceux que vous avez fait depuis 10 ans vous ont réellement fait progresser? Est-ce que vous vous sentez mieux aujourd'hui? Quelle est l'importance de cette croyance pour vous? Qu'est-ce que les chakras? Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que c'est que les chakras, etc., etc. Toutes ces choses qui faisaient partie de ma croyance à l'époque. Voilà. Et à partir de là, je me suis mise en contact avec ces personnes et j'ai découvert justement ce domaine de la métacognition. Voilà. Vous avez passé un cap dans votre vie, mais passer ce cap, sortir donc de tout un système de croyances que vous vous êtes forgé pendant 15 ans, c'est ça, 15 ans, ce qui est quand même important, c'est quand même quelque chose dans une vie, ça compte beaucoup. Sortir de ce système et ensuite aller proposer, je veux dire, il y a un gap. Ah oui. C'est pas une démarche qui est forcément évidente. En fait, la métacognition... On en fait tous, en réalité, au quotidien, comme je le disais tout à l'heure. Mais on peut aussi en avoir une démarche plus consciente et plus méthodique. Et je me suis intéressée de fil en aiguille au scepticisme scientifique, au doute méthodique. Et je me suis rendu compte que bien souvent, quand on était sceptique, quand on était zététicien, par exemple, qu'on appliquait le doute méthodique aux phénomènes paranormaux, aux croyances, ou même aux faits scientifiques, etc., aux théories scientifiques, eh bien, on avait du mal, on pouvait avoir du mal à se poser les mêmes questions et appliquer la même méthode sur nos propres modes de pensée à nous. C'est-à-dire que on avait vite fait d'être de ce qu'on appelle le biais de confirmation et de chercher, en fait, à utiliser une méthode pour justifier nos propres croyances, notre propre idéologie. Et j'étais assez stupéfaite de me rendre compte en
me rendant à un congrès européen des sceptiques qui avait lieu en 2017, je crois, à Prague, en rencontrant tout un tas de personnes à l'international qui faisaient partie de ce milieu sceptique, que ces personnes avaient elles aussi des croyances et que quand je commençais à les questionner sur leurs croyances, qui n'étaient pas celles que j'avais eues précédemment, qui étaient d'autres choses, je me rendais compte qu'il y avait un mur, que les personnes, ça leur venait même pas à l'esprit d'appliquer le doute méthodique à leur propre mode de pensée. Alors là, je me suis dit, tiens, c'est étonnant. Et puis, je trouve ça dommage, parce que à quoi ça sert, à part juste dire aux autres, regardez, vous avez tort, et regardez, la science prouve que, je trouve ça dommage de ne pas s'appliquer ça à soi-même, parce que en réalité, nos croyances peuvent nous faire souffrir, nos croyances peuvent nous fourvoyer. Et j'en étais moi-même, j'en avais fait l'expérience, quoi. Donc, je me suis dit, tiens, est-ce qu'il n'y a pas des gens quand même qui communiquent là-dessus, sur la réflexion sur nos propres pensées et l'application du scepticisme à soi-même? Et évidemment qu'il y a certaines personnes qui le font, mais il n'y avait pas de médias, il n'y avait pas de communication spécifiquement tournée là-dessus pour le grand public. Et c'est comme ça que je me suis dit, tiens, au début, je me suis dit, je vais créer un magazine en ligne avec des articles, avec des vidéos. Et puis, je me suis rendu compte que ça allait être une sacrée usine à gaz. Je voulais faire ça en anglais pour que ce soit un peu international et accessible pour plein de monde. Et puis, de fil en aiguille, je me suis dit, non, ça va être trop compliqué de nourrir, d'alimenter ce site web avec des gens qu'il va falloir que je motive sans moyens, parce que je m'opposais déjà à l'époque à l'utilisation de la publicité. Donc, je savais que mon modèle économique allait être assez fragile et ça allait être un peu compliqué de mobiliser toute une équipe pour produire des contenus là-dessus, des contenus qui en plus sont assez pointus. C'est pas tout le monde qui peut produire des articles avec une démarche métacognitive. Et puis, j'ai découvert le podcast à l'époque. J'ai été interviewée dans un podcast par une personne qui avait son propre podcast. Et là, je me suis dit, mais en fait, c'est super. Moi, je viens de l'audiovisuel, puisque je suis documentariste. Je sais prendre le son, je sais mener une interview, je sais monter, je connais tout ça. Ça fait partie de mon métier, de mon quotidien. En fait, je pourrais faire un podcast. Et ce podcast, l'avantage, contrairement aux films documentaires que je fais et qui demandent beaucoup de temps, des années pour être montés, parce qu'il faut trouver des budgets, il faut tenir des accords de chaînes de télévision. Enfin, c'est très, très long et complexe. Le podcast, en fait, c'est une économie beaucoup plus facile, en fait, puisqu'il suffit d'avoir des micros et puis un enregistreur, en gros, et puis un logiciel de montage sur son ordinateur, et hop, on peut diffuser à la planète entière des émissions qu'on peut préparer assez rapidement, et en 2 semaines, je peux faire ce que je voudrais faire avec des films en plusieurs années, en 5 ans, quelquefois, 6 ans, 7 ans. Donc là, je me suis dit, tiens, il y a un truc à faire là-dessus, et c'est comme ça que je me suis lancée dans le podcast, à ce moment-là, en 2019. Tout à l'heure, Elisabeth, vous avez parlé de vos croyances et du New Age. Alors, j'aimerais bien avoir un petit aperçu de qu'est-ce que c'est que ce New Age. Moi, je me souviens quand j'étais jeune lycéen, à l'époque où je lisais Carlos Castaneda et ce genre de littérature, le New Age, c'était les promesses d'un nouvel âge avec l'ère du Verseau qui allait nous conduire tout droit dans une nouvelle société, une harmonie universelle. Il suffisait juste d'y croire pour que cela advienne. Bon, c'est une croyance qui ne m'a pas duré très très longtemps. J'ai tenté que j'y ai vraiment cru, mais j'avais complètement perdu de vue ce truc-là. Pour moi, c'était fini. New Age, ça s'était arrêté avec le Flower Power quasiment, ou alors le début des années 80, le néolibéralisme triomphant. L'exemple que je prends, c'est la revue Actuelle, pour les gens de la génération juste avant la mienne, et puis pour ma génération, c'était l'exemple parfait de la contre-culture des années 70, Flower Power, le cannabis, les musiques underground, le LSD. Le LSD, les contre-cultures, et que tout ça allait bouleverser la planète, etc. Et puis ces mêmes personnes se sont converties au moment des années 80 au capitalisme le plus débridé. Ce n'est pas antinomique. Voilà, c'est ça. Ce n'est pas antinomique. Alors, le New Age, effectivement, en France, je dirais dans les pays francophones d'Europe, dans l'imagerie populaire, c'est effectivement la période hippie des années 60 jusqu'au début des années 80. En réalité, c'est pas ça, New Age. La période hippie, c'est une étape dans l'histoire du New Age, mais le New Age est né à la fin du 19e siècle aux États-Unis, donc il y a fort longtemps, il y a plus d'un siècle largement, il y a presque 150 ans maintenant. Et le fondement de cette idéologie, de cette spiritualité, c'est de dire que notre pensée crée notre réalité. Pourquoi ? Parce que nous faisons partie, en tant qu'humains, en tant que personnes, de l'univers. L'univers est nous, nous sommes l'univers. Nous sommes une parcelle de la conscience universelle.
Et donc, nous sommes Dieu, en quelque sorte. Donc, nous avons ce potentiel divin en nous, que nous avons la possibilité de développer, de révéler, on va dire. Alors, c'était effectivement le message des hippies, quelque part, avec les fameux gourous de l'époque, des Beatles, etc., qui proposaient d'atteindre l'illumination par la méditation, par le yoga, etc., et qui ont eu un impact énorme en termes culturels dans nos contrées. Mais déjà, à la fin du 19e siècle, on avait cette idée, et qu'on retrouve en force aujourd'hui, qui est de dire, dans certains milieux en tout cas, si vous avez des pensées positives, alors il vous arrivera des choses positives. Les événements se modifieront en fonction de vos pensées. C'est effectivement ce en quoi je croyais moi dans les années 2000 et 2010. Donc ça, c'est le fondement. Après, vous avez tout un tas de ramifications, tout un tas d'expressions de ces croyances qui ont un lien avec le fait que si on est effectivement d'essence divine, alors on est potentiellement omnipotent et clairvoyant. Donc, on est aussi des personnes qui peuvent soigner, guérir, des guérisseurs en puissance. Donc, on retrouve toutes les ramifications autour des soins énergétiques, des énergies vibratoires. Plus on est éveillé, plus on va avoir un niveau énergétique, entre guillemets, je mets évidemment parce que ça n'a rien de scientifique, élevé. Et donc, plus on est éveillé, on est capable d'avoir une vision qui dépasse les limites du matériel. Donc voilà, toute cette liaison entre corps et esprit, etc. Tout ça, c'est New Age. Aujourd'hui, c'est quelque chose dans lequel on baigne sans vraiment s'en rendre compte, qui fait partie d'un quotidien qu'on n'identifie pas vraiment. Mais si on y réfléchit, si on posait la question dans les années 70, dans les rues de Paris, est-ce que vous pensez que vos pensées créent votre réalité ? Je pense que peu de gens auraient dit oui. Et pourtant, c'était l'époque du flower power. Ouais. Donc, on pourrait se dire, tiens, c'est étrange. Mais non, c'est juste que en réalité, le New Age est bien plus présent aujourd'hui que dans les années 70 parce qu'il a infusé dans notre société, qui fait partie de notre quotidien et que on l'identifie vraiment pas, quoi. Et c'est d'ailleurs une chose qui m'a motivée dans le podcast Méta de Choc à faire toute une série qui s'appelle Chronique de la spiritualité contemporaine. Alors, un peu particulière par rapport à la description que je vous faisais tout à l'heure du fonctionnement de mon émission qui consiste à recevoir des personnes qui viennent me parler. Là, c'est vraiment moi qui ai écrit ces chroniques et qui les dit. C'est des chroniques de 20 minutes chacune qui explorent et expliquent des notions fondamentales du New Age, de la spiritualité contemporaine. Donc, justement, ces énergies vibratoires, l'histoire du New Age, d'où ça vient, les soins énergétiques, la médecine quantique, entre guillemets, le féminin sacré, la géobiologie de l'habitat, qui consiste à soigner, quelque part, nos lieux de vie et de travail avec les énergies, etc., etc. Donc, tout ça, en réalité... Alors, si on n'est pas croyant de ces choses-là, on se dit elles sont un peu étranges et un peu farfelues. Ça fait un peu sourire, et il y a de quoi sourire quelque part de toutes ces choses-là. Mais en réalité, elles font partie de notre quotidien. Elles ne concernent pas que des personnes radicalisées, extrêmes ou quoi que ce soit. Il suffit de rentrer dans n'importe quelle librairie d'une certaine surface pour voir la quantité de bouquins qui traitent de ces questions. Alors, sur le titre générique de développement personnel, je crois que c'est ce qui... Exactement. Alors, le développement personnel, c'est une des branches. En général, le développement personnel n'est pas directement lié, par exemple, aux pseudomédecines, mais elles sont issues du même courant. Et le développement personnel et la plupart des pseudomédecines sont nées dans deux endroits emblématiques du New Age qui ont vu le jour dans les années 60. L'un s'appelle l'Institut Esalen, qui a été fondé en Californie par deux anciens hippies, justement, et qui disaient que non, la science était dogmatique et qu'eux allaient apporter quelque chose qui allait aller au-delà de la science en faisant se réunir, se rejoindre les traditions ancestrales et les découvertes scientifiques. Donc ça, c'est aussi un grand motto du New Age, c'est de dire que les traditions ancestrales connaissaient la vérité, connaissaient vraiment les fondements de l'état divin de l'humanité et de l'existence sur Terre, mais que ça a été étouffé par la démarche scientifique, et qu'aujourd'hui, la science, par ses nouvelles découvertes, notamment en neurosciences, en physique quantique, en épigénétique, viendrait à la rencontre de ces connaissances ancestrales, des peuples premiers, etc. Alors, ça, c'est évidemment une idéologie, puisqu'elle ne se vérifie pas. J'allais dire malheureusement, je ne sais pas si c'est malheureux, mais en tout cas, ce n'est pas le cas. La physique quantique ne nous révèle rien sur la loi de l'attraction ou la pensée positive, ni la psychologie d'ailleurs, ni les neurosciences, ni l'épigénétique. Et à l'époque, cet Institut Esalen surfait sur cette idée-là.
a développé tout ce qui est justement pratique de développement personnel, en plus de ces pseudosciences, et a introduit de manière mainstream, on va dire, dans nos sociétés, les pratiques de yoga et de méditation qui sont bien entendu, n'ont pas attendu le New Age pour exister, qui existent depuis bien longtemps, mais qui ont été introduites dans nos pays à la sauce New Age, justement. Quelques termes comme ça sur lesquels j'aimerais qu'on revienne et que vous nous donniez quelques éclairages, parce que peut-être que une partie de nos auditeurs ne connaissent pas forcément très bien ça, ou alors s'ils le connaissent, c'est peut-être donner une autre approche. Vous avez parlé de la loi de l'attractivité. Qu'est-ce que c'est que ce truc étrange là La loi de l'attraction. Je vous corrige. Pardon, l'attraction, oui. Oui, la loi de l'attraction consiste à dire que si on émet une pensée, l'univers va nous la renvoyer en boomerang. Donc, si j'ai une pensée positive, les choses vont bien se passer dans ma vie. Parce que je suis un reflet de l'univers, mais je suis aussi une parcelle de l'univers. C'est une croyance panthéiste naturaliste qui fait que la loi d'attraction serait, alors une loi entre guillemets, bien entendu, encore une fois, elle n'a rien de scientifique, qui fait que si je projette des pensées négatives, par exemple, eh bien, je risque de tomber malade. Ou je vais rencontrer des personnes toxiques, entre guillemets, ou je vais avoir des problèmes dans ma vie, etc. Je ne vais pas réussir à atteindre mes objectifs. Donc, il y a quelque chose comme ça de l'ordre de la pensée magique qui nous dit que nous sommes responsables à 100% de tout ce qui nous arrive et qu'il nous suffit de modifier nos modes de pensée, de modifier nos croyances pour être en bonne santé, pour atteindre nos objectifs, pour être dans le succès, pour rencontrer l'âme sœur. Ça aussi, c'est des thèmes qu'on retrouve beaucoup dans ces milieux-là. On attire à nous, en fait, ce que l'on projette. C'est un peu une forme de solipsisme radical. C'est Berkeley poussé de ses derniers retranchements. En fait, on crée le monde à notre propre image. Le monde n'est qu'une projection de nos fantasmes. On est effectivement créateur de notre vie à 100%. On est responsable à 100% de ce qui nous arrive. Alors, ça a évidemment des effets extrêmement pervers parce que si au départ on peut se dire c'est bien, on se responsabilise dans ce qu'on fait. Et moi, c'est d'ailleurs une chose qui m'avait beaucoup attirée quand j'étais introduite à ça. Je me disais c'est bien qu'on prenne la responsabilité de ce qui nous arrive. Mais c'est non seulement à éclipser une partie de la vie qui est énorme et qui est tout simplement le fait qu'on vit dans un système. On appartient à une culture, à une société. On est héritier de notre éducation. On a la peau blanche ou on a la peau noire ou on est d'origine de tel ou tel coin. On est une femme ou on est un homme. Ça va avoir un impact qui n'est pas mineur dans notre vie. On a un bagage génétique, etc., etc. Et la loi d'attraction éclipse ce genre de choses et fait comme si tout le monde partait du même point, ce qui est évidemment totalement faux. Et ce qui peut quand même amener à des raisonnements assez révoltants du type si les enfants du Sahel meurent, c'est parce que ils se sont incarnés, parce qu'il y a aussi évidemment toute une rhétorique autour de la réincarnation, du karma, etc., héritée toujours de l'importation des philosophies orientales, qui est de dire que ces personnes se seraient incarnées là où elles se sont incarnées pour faire l'expérimentation d'une certaine facette de leur divinité qui impliquerait qu'elles connaissent la souffrance, et elles connaissent la faim, et elles connaissent une mort prématurée, mais que c'est une chose sur leur chemin vers l'éveil. Et que, bien entendu, les personnes comme nous, qui ne meurent pas dans le Sahel, sont plus évoluées, bien entendu, ça va de soi, que les personnes qui meurent dans le Sahel. Donc ça, c'est une première chose. Mais plus quotidiennement, pour les personnes qui appliquent cette croyance, et dont j'ai fait partie, ça peut aussi avoir des effets dramatiques au quotidien. C'est-à-dire que si je ne vais pas bien ou si je suis malade, par exemple, je tombe malade, j'ai un cancer, la première chose que je vais me dire, c'est « Ah, j'ai dû projeter des pensées négatives ». Donc, il y a une culpabilisation qui apparaît très rapidement, puisque c'est bien beau de se dire on est responsable et on a le pouvoir, mais en réalité, comme la technique ne marche pas, on est très vite confronté au fait que il nous arrive, comme à tout le monde, des tuiles dans la vie. Mais on va avoir, du coup, un sentiment de culpabilité qui va s'éveiller. Or, le sentiment de culpabilité, c'est une pensée négative. Oui. Donc, on va se sentir coupable, de se sentir coupable, de se sentir coupable, de se sentir coupable. Donc, c'est un cercle infernal, un cercle vicieux qui, malheureusement, contrairement à ce qui est vendu dans le développement personnel, n'apporte pas l'épanouissement. Il y a deux choses que j'entrevois là dans ce que vous nous dites. D'une part, c'est un rejet de tous les déterminismes sociaux, biologiques, génétiques, auxquels on est quand même confronté, avec lesquels il faut qu'on fasse. Il y a ces déterminismes-là, et puis après, c'est à nous de nous bagarrer avec ça, d'une certaine manière. Et puis, deuxièmement, c'est complètement dépolitisant comme
Oui, et c'est pour ça que je Comme disais démarche tout à l'heure un que peu- c'était très en accord avec le libéralisme Voilà. en réalité, Mmh. parce que si tout revient à l'individu, Oui. alors le collectif n'a pas d'intérêt. D'ailleurs, Voilà. pourquoi aller se battre pour quelque cause que ce soit, à part celle de faire du prosélytisme pour notre propre croyance, hein, parce que faut bien se rendre compte que les personnes qui croient au New Age sont en général très prosélytes. Hein. Elles aiment bien parler de leurs croyances et nous dire que telle nouvelle thérapie de Reiki ou de sophrologie ou de réflexologie, ou etc., est géniale et a changé leur vie. Hein. Mais il n'y a pas effectivement... Alors, il peut y avoir des communautés, comme on l'a vu avec les hippies, hein, des personnes qui vont se rassembler et puis créer des villages entiers de personnes qui veulent vivre leur utopie, etc. Mais quand on dit que les hippies étaient dans une contre-culture, en réalité, ils étaient contre rien du tout. Ils étaient ailleurs. Ils étaient dans l'autarcie. Leur but n'était pas de lutter contre quoi que ce soit. Leur but était de vivre hors d'un système qui ne leur plaisait pas, n'était pas de dire il faut changer le système. Hein. Donc c'est un peu ce qu'on peut constater aujourd'hui avec du coup les personnes qui sont vraiment très engagées dans la spiritualité New Age. C'est plutôt l'intention de se créer un environnement positif, un environnement où on va retrouver des personnes qui vont dans le même sens que nous, qui ont les mêmes croyances que nous, etc., que de dire, voilà, on fait des propositions pour que les choses se passent bien. On le voit bien d'ailleurs avec la proposition des colibris, parce qu'on pourrait dire, les colibris, ils ont un projet politique. Alors, pour rappel, le Colibri, c'est un des mouvements qui a été fondé, entre autres, par Pierre Rabhi, Absolument. qui est mort il n'y a pas très longtemps, et dont une bonne partie de l'intelligentsia, et même dite de gauche, a pleuré, alors que c'était un réactionnaire pur jus. Je n'ose pas aller plus loin, parce que je dirais des méchancetés. J'ai eu peur qu'il aille au Panthéon, hein, et j'espère qu'il n'y Oui. sera pas un jour. Mais... Oui, c'est un... Mais justement, Pierre Rabhi et son entourage, c'est des gens qui sont vraiment dans la croyance New Age. Hein. Ils promeuvent cette histoire qui consisterait à dire que chacun fait sa part, effectivement. Hein, et on ne lutte pas contre la pauvreté, chez Pierre Rabhi. Voilà, on ne lutte pas contre la pauvreté. On dit qu'il faut vivre sobrement, la sobriété heureuse, mais il n'y a pas de remise en question ou de proposition pour un système différent, un système social, politique, etc., qui serait différent. C'est-à-dire, il n'y a pas de proposition pour réellement faire évoluer les choses. Il y a plus des propositions de on va se regrouper entre nous et on va créer un monde meilleur. Et on va enterrer des cornes de vache dans le sol pour faire pousser les plantes. Voilà, alors les cornes de vache dans le sol pour faire pousser les plantes, ça c'est de l'anthroposophie, c'est de la biodynamie. C'est une agriculture mystico-religieuse fondée sur des croyances qui utilisent les techniques biologiques. Mais la différence entre l'agriculture biologique et l'agriculture biodynamique, et les vins biodynamiques, par exemple, c'est uniquement les croyances qui viennent se rajouter, qui sont les croyances inventées par une grande figure de la spiritualité New Age, d'ailleurs. C'est Rudolf Steiner, qui a créé ça au début du XXe siècle, dans la lignée des fondateurs de l'idéologie New Age. D'ailleurs, pour aller dans le sens de ce que vous disiez sur l'intrication entre ces idéologies, ces croyances et puis le monde un peu néolibéral dans lequel on baigne, on voit bien le développement de ces techniques au sein des entreprises, par exemple, où lorsque ça va mal dans une entreprise, c'est pas l'entreprise qui va mal ou c'est pas la société qui va mal, c'est l'employé à qui on va recommander des techniques de méditation, de coaching. Tout à fait. Le coaching, puisque vous en parlez, fait aussi partie des émanations, en partie en tout cas, du New Age. Alors le coaching vient aussi de l'entraînement sportif, qui n'a rien à voir avec le New Age, et vient aussi de l'école de psychologie de Palo Alto, qui n'a pas forcément non plus à voir avec le New Age. Mais il y a une troisième branche qui a vu naître le coaching, qui est donc la spiritualité New Age. Et je dois dire qu'aujourd'hui, tel qu'on l'observe dans notre société, le coaching est très, 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 très influencé par la spiritualité New Age, par la fameuse pensée positive et loi de l'attraction. Si vous y croyez vraiment, si vous changez votre mindset, comme on dit, eh bien, vous allez effectivement être dans le succès. Et ça, c'est une plaie, c'est vraiment une épidémie dans le milieu professionnel. Toutes les formations qui sont proposées, toutes les méthodes managériales qui sont proposées sont extrêmement influencées par le développement personnel et par toutes ces techniques pseudo-scientifiques, la PNL en faisant partie, tout ce qui est MBTI, MBTI, tout ce qui est Ennéagramme. Je ne sais pas si ça parlera à certains d'entre vous, auditeurs et auditrices, mais en tout cas, toutes ces choses-là qu'on retrouve dans le management, dans les formations,
sont fondées sur des croyances. Donc des croyances occultes, des croyances où on considère qu'il va y avoir un apprentissage, connaître certains secrets pour mieux se connaître soi. Et c'est absolument pas fondé sur la recherche scientifique en psychologie ou en sociologie ou quoi que ce soit. Qu'est-ce qui explique, selon vous, un tel succès de toutes ces croyances? Que ça marche même plutôt bien, hein, si on voit le nombre de publications, de sites internet. Pourquoi ça répond à une demande? Alors, oui, sans aucun doute, mais je pense que pour terminer sur la question du milieu de l'entreprise, certainement qu'il y a un grand intérêt à vouloir diffuser ces pensées-là au sein d'entreprises, parce qu'effectivement, ça déresponsabilise les patrons ou les patronnes, ça déresponsabilise un système plus largement sociétal, pour mettre la charge sur la personne. Et effectivement, si une personne est mal au travail, eh bien, il faut qu'elle travaille sur elle-même en premier lieu. Mais c'est quand même plus simple que de se dire, tiens, il y a un problème, je ne sais pas, par exemple, le cadre de travail est peut-être pas génial, ou il y a des problèmes relationnels entre les gens, il faut peut-être essayer d'améliorer ça. Non, on va renvoyer la balle au plus simple, en fait, à la personne, et non pas se dire qu'on va devoir changer le système ou on va devoir changer le mode managérial. Donc ça, je pense qu'il y a clairement des gens qui y ont intérêt. Et ça, c'est une sorte de manipulation mentale, que de faire croire aux gens qu'ils sont responsables de tout ce qui leur arrive. Après, plus largement, le succès de cette pensée-là, de cette pensée magique qui consiste à croire qu'on a le pouvoir, on a le contrôle sur notre vie à 100%, elle a séduit dès le début, en fait. Quand on regarde l'histoire du New Age au tournant du XXe siècle, donc entre le 19e et le 20e siècle, il y a eu une floraison, un développement, un boom des livres sur le développement personnel à l'époque. Donc ça n'a rien de nouveau, en fait. Vous citiez les librairies tout à l'heure, mais je veux dire, à l'époque, parce que évidemment, les modes de communication, c'était beaucoup par le livre, il y avait eu plein de bouquins qui étaient du genre les 7 lois universelles du succès, ou comment trouver l'âme sœur en 10 leçons, ou ce genre de choses, où on retrouve des titres de livres à l'époque qui sont carrément les mêmes que ceux qu'on a aujourd'hui. Alors bon, évidemment, je veux dire, l'économie et le marché étaient autrement moins développés qu'aujourd'hui, mais je pense qu'il y a un attrait pour nous humains à aller vers, surtout quand on est dans des situations de questionnement, d'incertitude, d'inconfort, de crise, comme c'est le cas actuellement, que ce soit à cause de la pandémie, du système économique, etc. Ou à certains moments de notre vie, des moments de questionnement, à l'entrée dans la vie active, ou à la sortie de la vie active en passant à la retraite, ou lorsque les enfants partent de la maison, etc. Ou dans un moment de crise, de divorce ou de maladie. On va, humainement, c'est normal, se tourner vers des solutions. Et si c'est des solutions faciles, des solutions tout en un, eh ben c'est encore mieux. Parce que se dire qu'il faut aller vers une chimio, par exemple, c'est pas simple. Mais par contre, quand on rencontre quelqu'un qui nous dit, tu sais, le Reiki, ça aide vraiment pour le cancer, c'est vachement plus agréable comme idée. Effectivement, il y a un effet très attirant dans toutes ces croyances et tout ce qui est proposé, d'accéder au bien-être et au bonheur. C'est une vision du bonheur qui est quand même assez mythifiée, quelque sorte. C'est je vous promets la fin de vos douleurs. Et donc l'accès au bonheur, une sorte d'hédonisme comme ça, un petit peu facile. Surtout que le New Age propose le paradis sur Terre. Et c'est pas comme les religions où il faut attendre après la mort pour peut-être espérer. Non, là c'est accessible tout de suite en fait. C'est ça qui est génial. Faites tout de suite, mais non. Dans le résultat, pas vraiment. Oui, parce que mais c'est la promesse. Voilà, c'est ce que vous nous dites. Vous avez été donc dans ces croyances pendant très longtemps, et si vous en êtes sortis, c'est parce qu'effectivement, elles n'ont pas rempli les promesses. Les promesses n'ont pas abouti à une réalité. En fait, moi, je me suis enfoncée dans cette croyance de manière assez radicale et assez profonde. C'est pas toujours le cas. Je peux vous parler de mon expérience, qui n'est évidemment pas représentative de tout le monde, bien au contraire, parce que moi, j'ai une expérience assez jusqu'au boutiste, on va dire, de cette croyance. Mais j'y suis entrée par le développement personnel, donc au départ dans une démarche de connaissance de moi-même, puisque c'est ça le développement personnel, c'est essayer de se comprendre soi, de dépasser ses souffrances, ses problématiques personnelles, professionnelles, etc. J'étais curieuse, comme je le suis aujourd'hui, en fait, de comprendre la manière dont on pense et pourquoi, comment améliorer mes relations aux autres. Et puis, il se trouve que dans le développement personnel, très vite, on nous propose cette manière de voir qui est la pensée positive, la loi de l'attraction. Et si on change, on reprogramme son mental, comme on dit, si on suit ses intuitions,
Si on donne du crédit aux synchronicités, ce qu'on appelle les synchronicités, c'est-à-dire les choses qui se produisent de manière concomitante, et si deux choses se produisent de manière concomitante, alors c'est un signe, c'est qu'on est sur la bonne voie, c'est que l'univers, encore une fois, dont nous faisons partie entièrement, nous envoie communiquer avec nous de manière un peu cachée, à décrypter. Et je suis entrée là-dedans petit à petit, en réalité. Donc, au départ, vraiment très fortement par la pensée positive, le fait de faire des affirmations que des thérapeutes me proposaient, dans des stages aussi que je faisais le week-end, des phrases affirmatives à répéter, à écrire, etc. Et qui auraient pour but, justement, de m'ouvrir à une nouvelle manière de penser qui me permettrait de faire advenir une réalité autre que celle que je vivais. Et puis, quand on ouvre la boîte de Pandore, il y a tout un tas d'autres choses possibles derrière. Donc, les pseudomédecines, les énergies vibratoires, et puis aussi des théories du complot, des croyances très, très farfelues. Alors, tout à l'heure, je parlais du fait que je pensais que j'étais une enfant indigo. Peut-être que je peux en parler un peu plus bien sûr, maintenant. Oui. Alors, le fait d'être enfant indigo, c'est quoi? C'est la croyance selon laquelle il y aurait des âmes dans leur cycle de réincarnation, qui choisiraient de s'incarner sur Terre, mais qui viendraient d'autres planètes qui ont dépassé le stade dans lequel les humains sont enfermés, parce que les humains seraient enfermés dans une sorte de matrice, comme dans le film Matrix, et ils n'auraient pas accès à leur plein potentiel divin. Et ces personnes viendraient s'incarner sur Terre pour justement montrer la voie aux humains, pour ouvrir les terriens à une nouvelle condition, à celle qui est leur nature en réalité. Voilà. Et donc, moi, je pensais être une enfant indigo parce que dans mon milieu, au bout d'un certain nombre d'années, c'est des idées qui circulent tout simplement. Et que si on pense un peu différemment de notre entourage, si on a, une préoccupation pour l'autre, si on est empathique, si on est sensible, si on est ci ou ça, et les critères sont une liste infinie qui rejoint l'effet Barnum, c'est-à-dire qui rejoint le fait que tout le monde peut s'y reconnaître, on peut être tenté de se dire que oui, on fait partie de ces gens-là qui viennent apporter quelque chose d'un peu différent à l'humanité et qui auraient une mission de vie dans leur incarnation. Et puis, au bout d'une quinzaine d'années, j'en étais arrivée à beaucoup de contradictions, à me rendre compte que j'avais beau projeter des choses, faire des affirmations, j'étais quand même dans une lutte qui était devenue obsessionnelle dans ma vie, du bien contre le mal. Je représentais le bien et je luttais contre le mal parce que les théories du complot, c'est quand même ça. C'est qu'il y a des gens qui nous veulent du mal, qui sont cachés, tapis dans l'ombre, qu'on ne peut pas forcément bien identifier, mais qui clairement veulent nous empoisonner avec les chemtrails, Big Pharma. Et puis, le pendant des enfants indigos, c'est les extraterrestres reptiliens. C'est vraiment les gros méchants venus d'autres planètes et qui, eux, veulent maintenir l'humanité en esclavage, etc. Bon, bref. Et puis, un jour, je fais cette fameuse recherche Internet où je cherche des informations sur les indigos parce que je me disais quand même, c'est flou, cette notion, j'arrive pas trop à comprendre. C'est quoi exactement un enfant indigo au-delà de cette liste interminable qui n'est pas si claire, quoi. Et puis, c'est là que je comprends que finalement, je ne suis pas... Si je me pose vraiment la question de savoir si je suis sûre de mes croyances, non, je ne suis sûre de rien. Ouais. Et je ne suis sûre de rien, en fait, sur des choses qui sont pivots dans ma vie, qui sont centrales dans ma vie. Et je me rends compte à ce moment-là que peut-être que j'ai fondé ma vie sur une croyance pure. Ouais. Et que malgré tout ce qui circule dans le milieu, la science ne valide pas mes croyances. Donc, on a fait un petit état des lieux et la question que j'aimerais vous poser, c'est quelles sont les conditions d'apparition de toutes ces croyances? On voit bien que c'est une époque particulière, donc on a dit tout à l'heure, au tournant du 19e, 20e siècle, on voit apparaître des écrits, on voit apparaître des personnes, comme vous citiez Rudolf Steiner, qui va donner naissance à ce qu'on va appeler l'anthroposophie, d'autres croyances, il y en a beaucoup. Tout ça, c'est une espèce de grand millimilo de croyances qui empruntent une forme de syncrétisme, finalement, qui emprunte un petit peu à toutes les spiritualités, toutes les religions d'Orient. Il y a un attrait pour les religions orientales qui apparaît à ce moment-là. On est quand même dans une période très colonialiste où il y a des personnes qui vont aller s'intéresser aux croyances, que ce soit en Afrique noire, en Afrique du Nord, en Asie, etc., qui vont ramener avec elles. Certaines vont en faire des grands mélanges. Et il y a aussi une transformation sociale. On passe d'une société traditionnelle, rurale, qui n'a pas bougé depuis des siècles ou presque pas. Tout d'un coup, il y a un bouleversement complet des sociétés avec l'industrialisation et la modernisation. Voilà, j'aimerais qu'on essaye de contextualiser un peu tout ça. Alors, ce serait assez long à expliquer, mais j'ai fait une chronique sur mon podcast qui s'appelle «
une histoire de l'ésotérisme New Age, donc qui reprend vraiment plus dans le détail. Mais ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, je crois que le New Age, il est vraiment un héritier du choc qu'a été les Lumières. Donc, l'apparition de la méthodologie scientifique, l'apparition, bien entendu, de l'industrialisation et du bouleversement social que ça a provoqué, et le fait que la science, à l'époque, à la fin du 19e siècle, est quand même vue comme quelque chose d'assez mystérieux et de magique. La frontière entre la connaissance scientifique et la magie, elle est assez floue encore à l'époque. Et finalement, il y a un méli-mélo qui peut se faire à ce moment-là et qui, justement, peut prétendre que les connaissances ancestrales, en fait, valident les découvertes scientifiques à un moment où, par exemple, on découvre l'électricité ou le télégramme. Des choses qui sont très mystérieuses pour la plupart des gens et où, finalement, la vulgarisation scientifique est quasiment nulle et où les gens élaborent à partir de ce qu'ils peuvent entendre de ces nouvelles sciences, de ces nouvelles connaissances, tout simplement une pensée magique. Donc, ça a été assez naturel, j'aurais tendance à dire, que certaines personnes, surfant aussi sur la vague pour proposer quand même des idées charlatanesques, dans certains cas, très clairement, aujourd'hui on le sait, ces personnes ne croyaient pas à ce qu'elles promouvaient, mais elles ont reçu des oreilles attentives en face parce que tout simplement, ça permettait de répondre à des choses qui paraissaient extrêmement mystérieuses. Donc, pour resituer un peu pour ceux qui connaissent ou qui auraient envie de connaître, tout au début, on a ce qui s'appelle la nouvelle pensée, donc qui est née, comme je le disais, à la fin du 19e siècle aux États-Unis, qui est vraiment à l'origine de cette loi de l'attraction. Après, on a eu la société théosophique un peu plus tard, dans la même lignée, et puis ensuite différentes ramifications, dont notamment l'anthroposophie de Rudolf Steiner, à partir des années 10. Dans la lignée, on va avoir aussi, par exemple, les soukoupistes, les croyants dans les soucoupes volantes des années 50 aux États-Unis. Voilà, on va avoir différentes choses comme ça, différentes étapes, qui a priori peuvent sembler très hétérogènes. On va avoir la Rose-Croix, on va avoir plein de choses qui vont entrer dans cette espèce d'autoroute du syncrétisme, mais qui, quand on comprend l'intention initiale, la philosophie initiale, en fait, est tout à fait cohérente. Oui. Il y a aussi à ce moment-là, très répandu, le spiritisme, l'idée qu'on peut communiquer avec les morts. Ça, c'est quelque chose de... Effectivement, le spiritisme, vous faites bien d'en parler parce que je pense que ça a été vraiment... Le spiritisme est né avant la nouvelle pensée, donc plus au milieu du 19e siècle. Oui, une grande figure comme Victor Hugo, par exemple, qui était à fond là-dedans. Et puis, on est surpris parce qu'il y a aussi des scientifiques. À l'époque, on pensait vraiment que la communication avec les morts pouvait être démontrée scientifiquement. C'était basé, on a les nouvelles recherches sur les théories ondulatoires de la matière qui apparaissent à ce moment-là, les travaux de Maxwell, Hertz, la naissance en fait de ce qui allait devenir la radio par la suite. Donc on pensait qu'on pouvait trouver un moyen de communication. Et le spiritisme est vraiment hyper influent dans cette histoire parce qu'on a l'impression que c'est un truc d'ado aujourd'hui et que c'est vraiment anecdotique. Mais au 19e siècle, c'était une religion. C'était vraiment un truc hyper répandu. Et c'est une religion laïque, c'est ça. J'étais surpris quand je regardais un petit peu. Et c'était vraiment une des grandes figures qui est enterrée pas loin d'ici, Allan Kardec. Il avait une démarche quasi scientifique au départ. Il voulait prouver scientifiquement le bien fondé de ses croyances. Oui. C'est comme le mesmérisme. C'était prétendument scientifique. Et en réalité, ça ne l'était pas. C'était juste des croyances, encore une fois, avec des phénomènes réels, mais qu'on interprétait d'une certaine manière. Le spiritisme, c'était vraiment un mouvement de masse, qui a en plus beaucoup intéressé les intellectuels, comme vous le disiez. Et il y avait ce terreau intellectuel, on va dire, qui était de dire les esprits existent. Et ce n'était pas vraiment quelque chose qui existait avant ça. Je veux dire, la religion avait une appréhension complètement différente du phénomène. Et là, on pouvait s'adresser à des fantômes, on pouvait s'adresser à des gens qui étaient morts et qui étaient de l'autre côté. Et ça a été vraiment, à mon avis, un terreau effectivement très puissant pour le développement de la théorie du New Age à la fin du 19e siècle. Et on le retrouve aujourd'hui vraiment dans des pratiques qu'on appelle le channeling ou la canalisation, où des gens disent qu'ils sont la voix, le véhicule du message d'une personne, d'une entité. Donc, ça peut être, par exemple, un mort, mais ça peut être aussi un esprit, ça peut être un ange, voire Dieu. Il y a quand même, par exemple, un livre qui s'appelle « Conversation avec Dieu » en 3 tomes, qui est un best-seller international où la personne dit que, elle se fait le porte-parole des messages de Dieu. Et ça, c'est purement du New Age. C'est pas du tout du catholicisme. C'est vraiment du New Age. Et je pense que, effectivement, le spiritisme, il est extrêmement prégnant dans tout ça et on retrouve sa trace aujourd'hui encore.
Dans la série de podcasts que vous publiez, donc vous interviewez, vous donnez la parole à des personnes qui viennent raconter leur parcours, leur trajet et comment elles ont traversé tous ces événements. Alors on va prendre peut-être quelques exemples si vous voulez bien, mais d'abord je voulais savoir comment vous mettez en contact avec ces personnes. Est-ce que c'est spontané ou est-ce que vous allez les chercher? Comment ça se passe? Alors, il y a des personnes que j'ai contactées moi-même, soit des personnes que je connaissais personnellement, soit des personnes dont j'ai pu voir des traces de témoignages sur Internet, qui m'intéressaient beaucoup par leur parcours, qui était un parcours évidemment de questionnement sur leur propre pensée, sur leur propre mode de pensée, et qui, à la suite de ce questionnement, de ce processus, avaient changé de mode de pensée. Ce qui est quand même assez puissant. Si on y réfléchit, c'est quand même assez balèze. Et pourquoi, évidemment, ça m'intéresse? Parce que ça me concerne aussi, évidemment, par rapport à ma propre histoire, mais parce que je considère, comme je le disais en début d'émission, que c'est un formidable outil pour nous projeter dans le vécu de quelqu'un d'autre, qui est un vécu tout à fait personnel, unique, mais qui a une part universelle, qui peut nous parler. Voilà. Et donc, au départ, voilà, je me suis orientée vers des témoignages qui me semblaient intéressants de personnes qui avaient vraiment du recul sur leur expérience. Et puis, de fil en aiguille, parce que Méta de choc, ça fait 3 ans que ça existe, et puis qu'aujourd'hui, c'est un programme qui a une audience de 250 000 écoutes par mois. Donc voilà, il y a de plus en plus de gens qui entendent parler de ces émissions, qui sont hebdomadaires, et qui me contactent, qui me disent, voilà, moi je viens de telle secte, j'ai été élevée dans tel cadre, je suis sortie, par exemple, je sais pas moi, de ma croyance musulmane, ou j'étais témoin de Jéhovah, ou etc., etc. Et des gens qui me font part de leur propre histoire, par mail, avec qui j'échange, plus ou moins de manière poussée, et où je vais étudier la possibilité de recueillir leurs témoignages. Il n'y a pas un aspect un peu thérapeutique dans cette démarche, des gens qui viennent comme ça Alors, de leur part, vous voulez dire? Oui, je ne suis pas en train de dire que vous êtes une thérapeute, pas du tout. Ce n'est pas du tout l'objet de ma question et c'est certainement pas le cas. Mais je crois que au départ, les gens qui viennent vers moi peuvent effectivement espérer quelque chose de thérapeutique dans le fait d'échanger avec moi, sans forcément l'ambition d'ailleurs que notre échange se transforme en émission. Ça, oui. Il y a effectivement des gens qui cherchent des réponses et là, évidemment, moi, je ne peux pas forcément leur en donner parce que je ne suis pas thérapeute et là-dessus, je mets quand même des limites très vite. Ah oui, ça c'est important. Ça, c'est clair et net. Et c'est là que je peux voir grandeur nature comment devenir facilement un gourou. C'est très, très simple. Des gens aux abois qui viennent vers moi et qui me disent ouais, je suis vraiment dans une difficulté importante vis-à-vis d'une personne de mon entourage ou par rapport à mon propre parcours personnel, etc., et qui cherchent des solutions. Ouais. Mais là, vous pouvez éventuellement les orienter vers les prises dans le... Oui, je peux les orienter vers des pistes de réflexion plutôt que vers des personnes. Après, il y a des gens dont je me rends compte que ils veulent partager tout simplement, ils veulent faire connaître leur parcours et ils se disent peut-être que mon récit peut être utile à d'autres parce qu'ils sont passés par des événements et une réflexion qui leur a fait changer de mode de pensée. Voilà. Alors après, voilà, de manière très subjective, moi-même, je vais me dire que oui, peut-être ça a un intérêt et peut-être qu'effectivement, c'est quelque chose qui est porteur, qui peut amener de la réflexion, parce que moi, mon but n'est absolument pas de faire sortir des gens d'une croyance, c'est pas du tout ça mon but. Mon but, encore une fois, c'est de proposer un cadre de réflexion, d'auto-analyse pour chacune de nous. C'est ça mon but. Donc, si les personnes qui témoignent dans mon émission sont des personnes qui sont sorties d'une croyance, mon but n'est pas de faire sortir les gens d'une croyance. Mon but est de leur apporter des outils, un cadre pour se questionner sur leurs croyances. Et encore une fois, nous avons tous des croyances. Et sans porter de jugement, en faisant attention justement à ne pas stigmatiser. Alors, la question du jugement, c'est une question assez drôle. Parce que moi, mon but n'est pas de ne pas porter de jugement. Je porte des jugements sur tout. Je porte des jugements en particulier sur les idées, sur les croyances. Ça, c'est clair et net. Et comment je porte un jugement dessus? En identifiant les faits, les pratiques, en les nommant, en voyant ce qui a été étudié, parce que beaucoup de croyances, et ça on l'ignore souvent, mais beaucoup de croyances ont été étudiées par des scientifiques. Beaucoup de phénomènes paranormaux ont été étudiés par les scientifiques. Donc c'est très utile, c'est intéressant. Et à partir de là, on peut tout à fait porter un jugement sur une croyance comme on porterait un jugement sur un fait.
Jugement sur les personnes, peut-être. Alors, là où je ne porte pas de jugement, c'est effectivement sur les personnes. Voilà. Je n'ai pas à dire si une personne a raison ou tort de croire, si elle est ridicule parce qu'elle croit, par exemple. Ça, c'est absolument pas un discours que je tiens, parce que moi-même, j'ai été enfoncée jusqu'au cou dans tout un tas de croyances spirituelles et religieuses, parce qu'avant d'être pendant 15 ans dans New Age, j'étais dans le protestantisme, et avant ça, j'étais dans le catholicisme, et j'ai été dans des courants traditionnalistes, œcuméniques. J'ai un peu cherché un peu partout, parce que j'étais une grande chercheuse de vérité ultime, on va dire. Donc, non, je ne stigmatise absolument pas les personnes croyantes et je ne pense pas qu'elles aient tort de croire. C'est pas du tout ça la question. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est de savoir pourquoi on croit soi-même, vis-à-vis de soi-même. Hein, pourquoi moi je crois à telle chose, et est-ce que, en connaissance de cause, une fois que j'ai bien compris quels sont les fondements de cette croyance, historiquement, mais aussi dans mon éducation propre, dans mon parcours de vie, dans mes expériences, est-ce que cette croyance me sert ou pas? Est-ce que j'ai envie de continuer à croire ou pas? Et ça, je trouve ça très utile. Maintenant, il y a énormément de personnes qui suivent Méta de Choc et qui sont croyantes. Et c'est pas du tout un souci. On peut être croyant et sceptique, on peut être croyant et être dans un questionnement vis-à-vis de sa croyance, et c'est très sain. Vous donnez un exemple qui, moi, m'a beaucoup touché, et je dois dire même surpris et fasciné, même, c'est celui de cette jeune femme d'origine américaine, Jessica, qui a un parcours quand même très étonnant. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Alors, Jessica Schaab est une Canadienne anglophone qui est en fait cette fameuse personne qui a fait la vidéo dont je parlais tout à l'heure quand je cherchais des informations sur les enfants indigos. C'est une jeune femme d'une 30aine d'années qui a été, depuis l'adolescence, bercée par une éducation religieuse, sectaire d'abord, parce que en fait, dès l'enfance, elle était dans une secte, membre d'une secte évangélique, apocalyptique. Et puis, son père, au moment de la mort d'une de ses filles, donc de la sœur aînée de Jessica, a commencé à avoir des révélations. Un ange lui a dit « Mais qu'est-ce que tu fais dans ce mouvement religieux? Tu devrais en sortir, etc. » Et à partir de là, à partir de ce traumatisme, en fait, de sa fille qui était morte, il a commencé à développer des croyances New Age, comme quoi sa fille serait en fait un pont aujourd'hui entre cette vie et celle de l'au-delà, et que Jessica, donc son autre fille, serait en fait une enfant cristal qui serait là pour délivrer des vérités. Alors, l'enfant cristal, c'est le grade au-dessus de l'enfant indigo. Ah oui, alors c'est vrai que je le dis sans le préciser, mais oui, effectivement, l'enfant cristal, c'est une personne qui est encore plus éveillée que l'enfant indigo, qui est venu s'incarner sur Terre à la suite des enfants indigos qui, eux, sont arrivés dans les années 60, 70, 80. Donc, ma génération à moi. Les enfants cristal, eux, arrivent plus tard. C'est la génération des enfants qui naissent aujourd'hui. Et Jessica Schaab était réputée être la première enfant cristal incarnée sur Terre pour guider l'humanité vers l'illumination et l'incarnation de sa divinité. Donc, elle est éduquée là-dedans et elle prêche sur YouTube, puisque voilà, elle fait partie des jeunes générations qui commencent à diffuser cette parole en vidéo, face caméra, sur Internet. Et puis, à la suite de tout un tas d'événements, elle finit par douter de ses croyances, ce qui est très fort, puisqu'elle était quand même guide spirituel. C'est pas évident, quand on a porté une parole publique, de se remettre en question soi, et encore plus difficile d'en parler publiquement. Et elle en parle publiquement. Elle fait des vidéos à ce moment-là, où elle va commencer à questionner ses anciennes croyances, et où elle va finalement amener ses followers, ses adeptes, on va dire, à se questionner eux-mêmes. Donc son parcours, il est déjà là extrêmement rare, extrêmement puissant, puisqu'elle devient sceptique, elle fait partie du monde sceptique. Pendant 8 ans, elle va diffuser la pensée sceptique, le questionnement, la métacognition. Donc c'est au travers d'elle notamment que j'ai connu la métacognition. Et puis, patatras, virevolte totale au moment de l'apparition du Covid et de toute la détresse que ça a causé chez elle, de tous les problèmes que ça a amené dans sa vie, professionnellement et personnellement. Et là, alors qu'elle m'avait dit, parce qu'on était devenus vraiment très proches, elle et moi, on s'est fréquentés en tant qu'amis pendant 2 ans, de manière hebdomadaire, puisqu'elle vivait en Europe à l'époque. On est devenus très très proches. Et avec le Covid, elle entre à nouveau dans la pensée magique par la porte de QAnon, qui est donc ce fameux mouvement complotiste qui est pro-Trump et qui dit que
les autorités, globalement, le système nous ment sur toute la ligne, que le Covid n'existe pas, que les vaccins sont un poison inventé par Bill Gates, dans lequel il y aurait une puce qui permettrait aux méchants de nous surveiller, etc. L'État profond, le nouvel ordre mondial, la pédocriminalité et tout ce qui va avec. C'est un puits sans fond. Elle tombe là-dedans et assez logiquement, j'aurais tendance à dire malheureusement, ça a fait remonter à la surface toutes ces anciennes croyances. Et elles se représentent à nouveau aujourd'hui sur Internet, sur Facebook, en vidéo, etc. Comme à nouveau une enfant cristal venue s'incarner sur Terre pour sauver l'humanité. Elle fait des soins énergétiques, elle propose des pseudo-thérapies. Et voilà, elle est jusqu'au cou dans les théories du complot. Ouais. C'est un exemple assez triste quand même. C'est très triste, le parcours de cette personne qui replonge. Alors, vous avez d'autres témoignages, on ne va pas tous les citer, parce que on n'a presque plus le temps et puis c'est très riche, mais il y en a un sur lequel j'aimerais qu'on puisse faire une petite focale, si vous permettez, c'est celui de Grégoire Perra. Oui. Qui a un blog sur Internet, La vérité sur les écoles Steiner. Oui. On a omis de dire que vous aviez quand même publié 2 livres. Oui. C'est important quand même. Oui, tout à fait. Donc, il y a un livre que vous avez publié avec lui qui s'appelle « Une vie en anthroposophie ». Et puis, l'autre livre, c'est sur l'astrologie. Avec un ancien astrologue qui a quitté son activité d'astrologie. Oui. Voilà. Et donc, Grégoire Perra, lui, il a grandi dans une école Steiner-Waldorf. Donc, on vous renvoie à son podcast. Mais il est sorti de ça après 30 ans donc, de fréquentation de ce milieu de l'anthroposophie. Ça a été très difficile pour lui. Oui. Il y a quelque chose d'assez proche de l'expérience de Jessica Achab, dans le sens où lui, il est entré dans une croyance effectivement à 9 ans, en entrant dans une école Steiner, qui est une école au départ qu'on peut voir comme juste alternative, proposant des activités plus artistiques, moins cadrées que dans l'école conventionnelle, dans l'école publique, etc. Mais qui en fait, et ça peu de gens en ont conscience, et même les parents qui mettent leurs enfants dans ces écoles-là, et même les enfants qui sont dans ces écoles-là, n'ont pas conscience que ces écoles sont vraiment des lieux d'endoctrinement à la théorie anthroposophique, qui est un mouvement spirituel, New Age, fondé par Rudolf Steiner, père de l'anthroposophie, père de la biodynamie, et père de la médecine anthroposophique et de tout un tas de choses, et des produits cosmétiques, Velleda, etc., des choses qui sont très très prégnantes dans notre société et dont on n'a pas vraiment conscience qu'elles sont en fait issues d'une spiritualité. Et le problème de l'anthroposophie, et là je crois qu'on est dans une branche du New Age qui est particulièrement problématique, c'est que on observe un mouvement très structuré avec des dérives sectaires, avec de l'endoctrinement des enfants. Et lui, Grégoire Perra, il a été en école Steiner, mais ensuite, il a continué dans le mouvement anthroposophique. Il est devenu une figure assez notable de l'anthroposophie en France. Il donnait des conférences dans les cercles anthroposophiques. Il faisait partie de l'école de sciences de l'esprit, comme il l'appelle, qui est un peu le saint des saints de l'anthroposophie. Et il était même conseiller, en fin de carrière, entre guillemets, des dirigeants de la Société anthroposophique universelle, dont le siège est au Goetheanum en Suisse. Une référence à Goethe, bien sûr. Absolument. Et là, il était conseiller, donc il faisait des rapports sur comment améliorer l'enseignement dans les écoles Steiner, quels sont les problèmes qu'on peut rencontrer dans les différentes antennes, les différentes expressions de l'anthroposophie à travers le monde, sachant que l'anthroposophie est vraiment un mouvement qui a vocation à conquérir le monde. C'est-à-dire que vous avez des anthroposophes en Chine, vous avez des anthroposophes en Amérique du Sud, vous avez des anthroposophes en Afrique, vous avez des anthroposophes en France, partout en Europe, en Amérique du Nord, dans la Silicon Valley et partout. Je veux dire, c'est vraiment un mouvement tentaculaire qui agit de manière vraiment occulte, là on peut le dire. C'est-à-dire que l'idée est de maintenir le secret sur les intentions, mais de poser des jalons par des activités qui ont l'air intéressantes, qui peuvent attirer les gens, comme par exemple ces écoles Steiner. Donc lui, dans notre émission et dans notre livre, il raconte son parcours et il raconte comment, surtout, il a à un moment donné réussi à questionner cette chose, ce mode de pensée qu'il avait intégré pleinement, puisqu'il y était investi corps et âme. Il y donnait sa vie. Et ça lui a coûté quand même pas mal de complications, puisqu'il a eu des procès à multiples reprises. Absolument. Il a fini par gagner tout ça, mais ça a été long, fastidieux, compliqué, parce que les anthroposophes l'ont poursuivi en justice, l'accusant de plein de choses, parce qu'il dénonçait d'une certaine manière cette... oui, mais c'est clairement un lanceur d'alerte. Voilà. En France, en tout cas, c'est pas le cas à l'international, parce qu'il y a plein d'autres personnes qui se sont prononcées sur l'anthroposophie, mais en France, ça a été vraiment un précurseur dans la dénonciation
de la spiritualité et d'un mouvement qui ne veut pas dire ce qu'il est, en fait, tout simplement. Lui, ce qu'il veut, je crois, je peux peut-être pas me prononcer à sa place, mais j'ai l'impression que ce qu'il veut, c'est juste dire ce qu'est l'anthroposophie. Après, libre aux gens de choisir, mais que ce soit clair et que ça se présente pas comme un mouvement laïque, que ça se présente pas comme quelque chose qui a des fins pédagogiques. C'est pas du tout ça. La seule fin de l'anthroposophie dans toutes ses ramifications, c'est des fins spirituelles, de croissance de l'humanité et de toute une cosmogonie qui est derrière et qui est complètement cachée et secrète. On arrive au terme de cette émission. Il y a combien d'émissions ce jour ? À l'heure actuelle, il y a 140 programmes qui ont été diffusés. D'accord. Alors, ça fonctionne beaucoup par série, parce que les témoignages, j'aime bien les faire au long cours. C'est des émissions en général d'1 heure, à part les chroniques dont j'ai parlé, qui sont plutôt de 20 minutes chacune. Et c'est quelquefois des séries. Donc, par exemple, là, en ce moment, il y a une série en cours sur le yoga qui s'appelle « Yoga, super pouvoir et secte sexuelle », qui est un témoignage d'un pratiquant du yoga qui s'est retrouvé sans le savoir dans une secte sexuelle alors qu'il était très investi dans cette pratique et dans ce mouvement. Et là, c'est une série en 6 épisodes d'1 heure, donc un épisode par semaine. D'accord. Le vendredi à 18h. Très bien. On va rappeler le titre des ouvrages que vous avez publiés. Oui, alors Une vie en anthroposophie, la face cachée des écoles Steiner-Waldorf avec Grégoire Perra. D'accord. Et L'astrologie, ça marche trop, itinéraire d'un astrologue déchu avec Serge Brett-Morel. D'accord. C'est quelle édition ? La maison d'édition, c'est La Route de la Soie. D'accord. Et puis vous pourrez retrouver de toute façon sur le site. Partout, sur le site internet bien entendu, mais également chez tous les libraires. Merci beaucoup. Merci à vous. Si cette émission vous a plu, pensez à mettre un pouce, un cœur ou une myriade d'étoiles sur votre appli de podcast. C'est aussi grâce à vos avis et commentaires que les algorithmes auront l'intelligence décidément bien artificielle de proposer cette émission à d'autres aventurières et aventuriers de l'esprit. J'en profite pour vous remercier, vous toutes et tous, qui partagez à votre entourage et sur des groupes de réflexion les publications de MetaChoc, ce média pas comme les autres qui persiste à faire le choix de l'autoproduction et dont la publicité est assurée d'abord et avant tout par ce que vous en dites. Votre enthousiasme me touche beaucoup. Allez, on garde le contact tout l'été sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram ou LinkedIn, et on se retrouve en podcast à la rentrée de septembre pour de nouvelles révélations décoiffantes dont je ne vous dévoilerai rien aujourd'hui. D'ici là, où que vous soyez, prenez le temps d'observer la manière dont vous pensez et de la questionner. Vous n'imaginez pas ce que vous pensez.